Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux assister à cette seconde journée des 9e rencontres Sciences et Humanisme, dont la thématique cette année est « Dire non ». Comme l'affiche le montre, j'ai choisi d'y mettre le portrait de David-Henri Sarraut. Pourquoi David-Henri Sarraut? Parce que, tout simplement, il a écrit en 1854 un ouvrage qui s'appelle Walden ou la vie dans les bois, qui a beaucoup inspiré les écologistes, même les écologistes contemporains. Et un petit peu avant, il avait écrit donc La désobéissance civile en 1848, je pense. Et ça a été le début de ce qui a inspiré le mouvement non violent pour des gens comme Tolstoï, pour des gens comme Gandhi, Martin Luther King. Donc j'ai pensé que c'était une belle figure, il est mort jeune en plus de ça, donc ça veut dire quelqu'un qui espérait beaucoup de l'humanité. J'ai pensé que c'était une très jolie façon d'illustrer ce propos, dire non. Par ailleurs, je voudrais ajouter que nous dédions ces 9e rencontres Sciences-Humanisme à un de mes confrères, un de nos confrères, parce que je sais qu'il y a beaucoup de médecins dans l'Assemblée, donc qui s'appelle Denis Mukwege, qui est médecin, qui travaille à l'hôpital de Panzi en République démocratique du Congo, et qui, au péril de sa vie, de sa propre vie, de la vie de sa famille, s'attache, s'emploie à soigner des femmes, des enfants, des femmes âgées même, mutilées par la barbarie, violées, traumatisées, absolument esquintées, et cela depuis des années, et pour ce travail remarquable, seul. Enfin, en novembre 2014, la communauté internationale s'est tournée sur ce parcours et l'a honoré du prix Sakharov. Et cet homme illustre lui aussi, tout comme les personnages que vous avez vus dans le clip, d'une certaine manière, le courage de dire non, puisqu'il a dit non à cette barbarie au nom de notre humanité tout entière. Donc voilà un petit peu pour donner le ton. Ce n'est pas un non de révolte, un non qui incite à la révolte, c'est un non qui vous est suggéré pour vous dire vous avez, vous aussi, individuellement, et Jean-François Bernardine l'a rappelé hier soir, le droit de dire non à l'iniquité, non à l'injustice, non à tout ce qui vous paraît contraire à l'intérêt de l'humain. Et au cours de cette soirée, remarquable, je dois dire, de par simplement l'importance de ce public, nous aurons le grand plaisir d'accueillir M. Alain Finkielkraut, que nous cherchons à faire venir depuis déjà des années et qui, cette année, a accepté très gentiment d'être des nôtres. Et il va vous faire une conférence dont le titre, peu importe le titre, mais c'est dire oui avant de dire non, mais peu importe le titre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans le titre que se trouve résumée toute une pensée, c'est le long d'un discours, un discours qui sera prononcé dans une agora que je sais ô combien attentive, parce que je connais mon public, ô combien respectueuse. Et pour présenter M. Alain Finkielkraut, comme nous l'avons fait déjà les années précédentes, nous avons eu l'idée de faire venir des jeunes gens, et ce soir, c'est Rémi qui va venir présenter Alain Finkielkraut. Rémi, 20 ans, ce qui représente quand même beaucoup pour l'avenir de cette humanité. J'invite Rémi à monter sur scène, ainsi que M. Alain Finkielkraut. Voilà, dans un premier temps, on cherche d'abord quelques ici. Et enfin, Isabelle, mon épouse, pour présenter avec Rémi, M. Alain Finkielkraut, et être la coordonnatrice de cette très jolie soirée. À tous, une belle et bonne écoute. Bonne soirée. Bonsoir.
Je vais laisser la parole à Rémi pour présenter M. Finkielkraut. Rémi. Donc, Monsieur Finkielkraut, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup d'être présent parmi nous ce soir au Lazaret. Au Lazaret, donc, pour participer à ces conférences Sciences et Humanisme, qui, cette année, traitent du thème « Dire non ». Donc, évidemment, on ne vous présente plus Monsieur Finkielkraut, mais pour revenir sur votre cursus brièvement, vous avez fait vos classes au lycée Henri IV, avant d'aller à l'école normale supérieure de Saint-Cloud, où vous passez votre réalisation d'être moderne. Puis ensuite, vous continuez dans l'enseignement, mais bizarrement, vous quittez le milieu universitaire français. Le milieu universitaire, puisque vous enseignez dans un lycée technique, et le milieu français, puisque vous partez enseigner à Berkeley. Pourquoi ce choix? Allez-y, tout est bien. Qu'est-ce qu'il faut que je dise maintenant? Je demandais en fait pourquoi vous aviez choisi de quitter le milieu universitaire français, universitaire puisque vous avez choisi d'enseigner dans un lycée technique, et français puisque vous êtes parti à Berkeley. Je suis parti aux États-Unis parce que j'ai eu l'occasion d'enseigner aux États-Unis, que j'avais fait. Je ne connaissais pas l'université américaine, que nous étions dans les années 70, que la Californie faisait rêver, et donc entre un lycée technique qui était un endroit tout à fait agréable à l'époque, et l'université de Berkeley, je n'ai pas hésité, malgré le plaisir que j'avais eu à enseigner à Beauvais, et donc j'ai fait 2 années, entre 76 et 78, à titre de visiting assistant professeur à l'université de Berkeley. Voilà. Et je suis revenu en France, où je me suis mis en disponibilité d'enseignement parce que je ne souhaitais pas revenir dans l'enseignement secondaire, qu'il n'y avait déjà plus d'ouverture de poste à l'université, et donc voilà, j'ai commencé, j'ai travaillé un peu dans l'édition, un peu ici ou là, et voilà, et j'ai ensuite fait l'émission Réplique qui a commencé dans les années 80, et j'ai eu l'occasion de postuler à l'école polytechnique, où j'ai enseigné à partir de 1988, et j'ai pris ma retraite en 2014 parce qu'on ne peut pas aller au-delà de 65 ans à l'école polytechnique. Voilà, j'ai fait votre travail là. Quelque part, oui. Mais du coup, cette expérience que vous avez vécue, est-ce qu'elle a influencé, de quelle manière a-t-elle influencé votre philosophie? L'expérience américaine, par exemple? Oh, je ne sais pas, ça je ne sais pas, si vous voulez, c'est pas... ça m'a un peu éloigné de la France, ça m'a fait respirer un autre air, je ne sais pas, ça a fait une grande influence sur ma philosophie. C'était un moment, disons, très insouciant, plutôt heureux de mon existence. Quant à savoir... Pour le reste, ce sont plutôt des rencontres que j'ai faites en France et des lectures qui m'ont amené, je l'espère, à commencer à penser par moi-même. Donc j'avais rédigé déjà avec Pascal Bruckner Le Nouveau désordre amoureux lorsque je suis parti aux États-Unis. Il a été publié 1 an plus tard. Ensuite, nous avons écrit à Paris, au coin de la rue d'Aventure. Donc, je ne peux pas dire que l'expérience américaine ait fait de moi un autre homme. Mais ce fut un moment, disons, comme je vous l'ai dit, d'insouciance dans ma vie. Et de ce point de vue-là, je le regarde avec une certaine nostalgie. Cette expérience américaine, ou toutes les autres expériences, en fait, vous ont amené à écrire plusieurs ouvrages, à développer une philosophie. Certains ouvrages sujets à polémique, ce qui ne vous a pourtant pas empêché d'être élu à l'Académie française au premier tour. Je ne sais pas, mais les polémiques, c'est pas forcément moi qui les cherche. J'écris quand je suis saisi par l'importance d'un certain nombre de problèmes. J'essaye de réfléchir, des questions naissent en moi. Ces questions, je les travaille, et c'est Emmanuel Berne qui disait je n'écris pas pour dire ce que je pense, mais pour le savoir. Et c'est un peu ce que je fais à chaque fois. Donc je tâtonne, je cherche, ensuite l'ouvrage paraît, et il arrive en effet qu'il suscite des polémiques, parce que je réagis à certaines situations
j'exprime des inquiétudes, et je n'ai jamais eu le sentiment de construire une œuvre. Les livres viennent les uns après les autres, justement du fait de problèmes, d'événements qui font effraction dans ma vie. Et l'élection à l'Académie française a été une grande surprise pour moi. Des académiciens m'ont demandé de me présenter, je n'y songeais pas. Je n'aurais jamais eu cette audace. Je suis un Français de la première génération. L'Académie française, ça me paraissait, disons, un autre monde. Je me suis présenté et un mois après avoir formulé ma candidature, j'ai été élu et il me reste à rédiger mon discours. Voilà. Et j'entrerai officiellement à l'Académie française normalement en janvier de l'année prochaine. On vous connaît donc pour votre émission de radio, on vous connaît pour vos émissions de radio, on vous voit assez souvent aussi à la télé, on vous connaît pour vos articles, vous ne m'entendez pas? Comme ça va mieux? Ah, moi aussi, ça va mieux. Ah. Je recommence alors. Je disais qu'on connaissait M. Finkielkraut pour son émission de radio le samedi matin. On le connaît pour ses articles, pour ses essais, pour ses interviews, ses passages à la télé. Vous avez écrit des essais, vous avez écrit... vous sentez plus littéraire ou plus philosophe, si tant est qu'on puisse se sentir plus l'un ou plus l'autre, ou vraiment les deux intimement liés de la même façon? Il est vrai que l'écriture a pris de plus en plus de place dans ma vie, et s'il m'arrive en effet d'intervenir à la télévision, c'est en général pour un livre ou pour un article que j'ai écrit. Donc ça passe par là. Je ne sais pas si je suis philosophe. J'ai étudié la philosophie en Cagne. J'ai choisi l'option lettres modernes. J'ai enseigné donc le français, la littérature. Je suis venu à une interrogation plus philosophique, comme ça, peu à peu. D'abord avec Bruckner, puis tout seul, inspiré par la lecture d'Emmanuel Levinas, puis celle de Hannah Arendt et de Heidegger. Mais j'espère me situer, et ça je n'en sais rien, à la croisée de la littérature et de la philosophie, en ce sens où je lis les grands romans comme je lis les ouvrages de philosophie. Je les consulte. Pour moi, ce sont des œuvres de pensée qui me nourrissent au même titre que les ouvrages de philosophie. Et sans doute, ou du moins cela se ressent-il dans ma façon d'écrire et d'aborder les choses. Mais littéraire, je le suis de cette manière, à travers donc cette façon que j'ai de pratiquer l'essai, mais je n'ai jamais fait le saut, et je ne le ferai jamais, de la création littéraire. Je ne me sens pas de talent pour la création de personnages, pour l'imagination romanesque. C'est plutôt un certain type d'émotivité que j'essaye d'introduire dans mes textes. Je vais juste dire quelque chose au public, parce que j'avais envie de leur dire. L'année dernière, vous savez que nous avons accueilli Jean-Pierre Bibring. Pour ceux qui sont venus l'année dernière, vous vous souvenez, c'est ce scientifique qui a envoyé une comète, une sonde Rosetta, et un petit robot qui s'appelait Philae sur une comète. Donc il a fait une sonde qui est partie pendant 10 ans, puis ils ont attendu 10 ans, puis au bout de 20 ans, ils ont réussi à faire poser un petite chose comme ça sur une comète, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et ben, je vous avouerai qu'à mon avis, il a eu à avoir moins de mal à
faire poser sa sonde sur la comète, que moi je n'en ai eu à faire venir M. Finkielkraut aux confins de son système solaire personnel, sans doute, c'est-à-dire de Paris à ici. J'espère que la Corse vous plaît. En tout cas, nous ici, en Corse, à Ajaccio, au Lazaret, nous sommes heureux, mais vraiment heureux de vous accueillir. Merci beaucoup. Si vous avez la gentillesse d'éteindre vos téléphones portables, ce serait vraiment bien. Et de ne pas fumer. D'accord. Merci. Je partirai d'une des œuvres les plus importantes du haut Moyen-Âge allemand, Le Laboureur de Bohême. Cette œuvre, méconnue en France, a été composée au tout début du XVe siècle par Johannes von Teppel, dit aussi Johannes von Sas, du nom de la petite ville où il était écrivain public et maître d'école. Son épouse Margarita, qu'il adorait, est morte en couche et il a transposé sa souffrance dans Le Laboureur de Bohême. Deux personnages sont aux prises. Un paysan qui vient de perdre sa femme aimée et la mort qui la lui a prise. Comme tous les affligés, le paysan pleure. Mais il y a dans ses larmes autant de colère que de douleur. Ce n'est pas un plaintif qui parle, c'est un plaignant. En guise d'élégie, il dresse un véritable réquisitoire. Ruine acharnée de toutes gens, abominable proscripteur de tous les êtres, épouvantable assassin de tous les hommes, ô morts, soyez honnis. Qu'angoisse, affliction, misère ne vous lâche où que vous alliez, que souffrance, peine et désolation vous fassent en tout lieu cortège, qu'adversité funeste, infamant mépris et honteuse réprobation vous accable, sans faiblesse en toute place. Que ciel, terre, soleil, lune, astre, mer, eau, mont, campagne, vallée, plaine, labyrinthe infernal, tout ce qui possède vie et existence vous soit contraire, hostile, et vous maudisse pour l'éternité. Sombrez dans l'iniquité, disparaissez dans le dénuement, demeurez pour la fin des temps dans le plus inflexible bannissement de Dieu, de l'humanité entière et de toutes les créatures. D'abord étonnée, puis tour à tour, féroce, mielleuse, condescendance, pédagogique, la mort essaie de raisonner le laboureur. Faisant flèche métaphysique de tout bois, elle invoque aussi bien la religion chrétienne que la philosophie stoïcienne, et elle martèle inlassablement que la terre et tout ce qu'elle contient reposent sur l'éphémère. En vain. Aucun argument n'entame la rage du laboureur, il ne consent ni ne se lamente, il accuse. Il refuse de laisser la consolation ou la désolation mater sa révolte. Ce qui conduit la mort à demander de guerre lasse l'arbitrage du Dieu Tout-Puissant. Et Dieu, à conclure l'ajout dans ces termes, vous avez tous deux bien débattu, l'un que la souffrance contraint à se plaindre, l'autre que les attaques du plaignant forcent à dire la vérité, en vertu de quoi honneur au plaignant et victoire à la mort. Mais, comme l'écrit Ernst Cassirer dans son livre Individu et Cosmos dans la philosophie de la Renaissance, cette victoire de la mort est en même temps sa défaite,
Sa force physique est renforcée, mais sa force spirituelle est brisée. L'anéantissement de cette vie, le fait que Dieu l'abandonne à la mort, ne signifie plus le néant de cette vie. Le néant, ça c'est moi qui parle, pour le laboureur de Bohême, c'est au contraire tout ce qui n'est pas cette vie. On peut dire que ce laboureur est le grand ancêtre des modernes. Notre monde procède de sa fureur. Nous sommes les héritiers de son deuil refusé. Avec lui, le malheur est frappé d'illégitimité, la souffrance n'est plus une expiation mais un scandale. Rien, ni l'espoir d'une récompense future, ni l'idée d'un péché originel, ni le culte de la réalité éternelle ne retire à la mort son dard venimeux. Il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de compensation, il n'y a pas de justification, et il n'y a pas d'autre être que l'existence précaire et corruptible. On ne vit qu'une fois, la volonté d'approprier la création à l'humanité est née de ce constat effrayant. Ce n'est plus Orphée qui, par son chant, prend en charge la perte d'Eurydice, mais l'activisme de Prométhée et son refus radical de la part de fatalité que comporte l'existence. Impudent meurtrier, maître de la mort, méchant sac à malice, la criminalisation de la mort pour la laboureur de Bohême inaugure l'époque où la longévité détrône l'éternité, où le médecin qui soulage remplace le prêtre qui sauve, où, pour le dire d'un mot, la santé se substitue au salut comme objectif humain prioritaire. Être moderne, en d'autres termes, c'est dire non à ce qui est. Le moderne, comme son nom l'indique, périme, dépasse, nie le passé et même le présent. Il joue la carte du devenir, il table sur l'histoire pour libérer les hommes de leur histoire, pour rompre avec la tradition, pour dompter la nature, afin de soulager le sort humain. Non est l'adverbe moderne par excellence. On ne se résigne plus, on n'accepte plus l'état des choses comme une fatalité ou un ordre divin. Le fait premier de l'âge moderne, c'est le refus, c'est la révolte, c'est l'insoumission. Son Dieu n'est pas Dieu, mais, je l'ai dit, Prométhée. Voir le Méphistophélès du Faust de Goethe, l'esprit qui toujours nie. Il n'y a donc rien d'original à dire non quand on est moderne. Tous les modernes disent non. Être moderne, c'est dire non. Et d'ailleurs, et là je descends un peu d'un cran, tous les débats politiques aujourd'hui ont lieu entre diverses versions du non. L'action, pour toutes les familles politiques, de droite ou de gauche, se confond avec le changement. Et c'est toujours l'adversaire qui est accusé de vouloir préserver le statu quo, de canoniser l'état des choses. La politique, c'est, pour le dire avec les mots de Philippe Muret, moderne contre moderne. Il n'y a pas de représentant du oui. Et pourtant, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis la grandiose fureur du laboureur de Bohême. Comme l'écrit Hans Jonas, dans le principe responsabilité, un des plus grands livres de philosophie de la deuxième moitié du XXe siècle, la frontière entre État et nature a été abolie. La cité des hommes, jadis une enclave à l'intérieur du monde non humain, se répand sur la totalité de la terre et usurpe sa place. La différence de l'artificiel et du naturel a disparu, le naturel a été englouti par la sphère de l'artificiel.
l'homme vit au milieu de ses produits. On peut penser qu'il n'a dès lors plus rien à craindre que l'ennui. Or, l'ennui est là, et la crainte est de plus en plus prégnante. Pour le dire autrement, un technocosme s'est substitué au monde, et ce technocosme n'apporte pas le bonheur, ni même la sécurité promise. L'homme fait le compte de tout ce qui disparaît à mesure que sa puissance augmente. Et elle augmente à partir, encore une fois, de cette révolte. On ne peut pas se résigner à ce que le monde soit une vallée de larmes. Et il fait le compte de tout ce qui disparaît à mesure que sa puissance augmente, le sable, la banquise, les abeilles, les éléphants, les lucioles, dont Pasolini déjà portait le deuil, et les animaux en général, réduits quand ils ne sont pas exterminés purement et simplement, à l'état de matériaux malléables et invisibles, comme les vaches dans les fermes géantes, c'est-à-dire les usines de l'élevage industriel. Comme le dit encore Hans Jonas, un appel muet qu'on préserve son intégrité semble émaner de la plénitude du monde de la vie, là où elle est menacée. Et cette menace n'épargne pas l'homme. Comme le dit encore Jonas, le pouvoir de l'homme risque de devenir une malédiction pour lui. S'il y a par exemple changement climatique, c'est du fait des activités humaines, contrairement à ce que persistent à dire quelques climato-sceptiques, mais ce changement, en même temps, les hommes le subissent. Ce n'est pas un objectif, c'est une catastrophe. Un fossé se creuse entre ce que l'homme fait et ce qu'il veut. D'où cette interrogation anxieuse, comment maîtriser ce changement dont nous sommes à la fois les instigateurs et les victimes? Comment arrêter la machine? Le changement, c'est maintenant, et ce changement nous arrive. Il n'est pas la mise en œuvre d'un projet, il est le nouveau visage du destin. À force d'empiler les noms, nous voici dans de beaux draps. Et c'est précisément ce constat paradoxal qui conduit Hannah Arendt, dans la conclusion de son livre sur les origines du totalitarisme, à faire une lecture critique de la geste des modernes, sans pour autant ignorer, récuser ou dédaigner ces immenses conquêtes et ces extraordinaires bienfaits. Les femmes, aujourd'hui, ne meurent plus en couches. C'est une chance d'être moderne. Mais, il y a un mais. On connaît la phrase de Kant, les Lumières, c'est l'homme sortant de sa condition de minorité dont il est lui-même responsable. Et que dit Hannah Arendt? Le premier résultat désastreux de l'accès de l'homme à la maturité ou à la majorité est que l'homme moderne a fini par en vouloir à tout ce qui est donné, même sa propre existence, à en vouloir au fait même qu'il n'est pas son créateur, ni celui de l'univers. Dans ce ressentiment fondamental, il refuse de percevoir rime ou raison dans le monde donné. Toutes les lois simplement données à lui suscitent son ressentiment. Il proclame ouvertement que tout est permis et croit secrètement que tout est possible. Et Hannah Arendt ajoute: la seule alternative à un
tel ressentiment, base psychologique du nihilisme contemporain, serait une gratitude fondamentale pour les quelque chose élémentaires qui nous sont véritablement et invariablement donnés, comme la vie elle-même, l'existence de l'homme et du monde. Donc, dans le nom dont nous aimons en tant que modernes nous glorifier, Hannah Arendt voit poindre la grande menace du nihilisme et dont nos refus altiers la passion basse du ressentiment. Il ne s'agit pas, bien sûr, de bénir tout ce qui est. Il s'agit, quand la tâche qui nous incombe n'est plus de changer le monde, mais de le sauver, ou, pour le dire avec les mots de Camus, d'empêcher que le monde se défasse et non de le refaire, eh bien alors s'impose la conversion du ressentiment en gratitude. Dans le donner, entendre le don, même s'il n'y a pas de donateur. Ne pas seulement savoir dire non, réapprendre à rendre grâce, c'est-à-dire à dire oui et à dire merci. Et après Hannah Arendt, je voudrais citer Julien Gracq, l'écrivain Julien Gracq, je le disais tout à l'heure, je tiens ouvert devant moi les livres des philosophes et les livres des écrivains. Et Julien Gracq écrit dans un ouvrage intitulé « Préférence », il n'y a sans doute jamais eu de grands poètes, et c'est pourquoi, au fond, les religions du salut ne les aiment guère, de poètes si sombres, si désespérés qu'ils soient, sans qu'on trouve au fond de lui, tout au fond, le sentiment de la merveille unique que c'est d'avoir vécu dans ce monde et dans nul autre. La poésie vibre par excellence dans ce sentiment du oui, et c'est un sentiment dont notre époque est plus avare que d'autres. Et à un moment donné, dans ce même texte, Julien Gracq oppose la posture de Claudel à celle de Sartre. Sartre qui, dit-il, a libéré la plus forte charge de ressentiment qui est accueillie depuis longtemps notre littérature. Et ce ressentiment est total, non opposé au monde matériel à la nature, obscène, proliférant comme un cancer, désespérément de trop. C'est le thème central de la nausée, non aux autres, à la conscience et au regard d'autrui, non à la société existante, non à la procréation, non à la sexualité visqueuse, traîtresse, écœurante, non même à la gloire littéraire, le dernier refuge de l'écrivain révolté. Dans cette œuvre incontestablement forte et même un moment percutante, mais consacrée tout entière à l'expectoration active immédiate de la masse du donné sensible, on chercherait en vain un temps de repos, une rémission à l'allergie généralisée, aux phénomènes aigus d'intolérance. C'est bien le sentiment du non dans sa pureté qui s'exprime ici. Et à l'opposé, Claudel, oui, global, sans réticence, oui, presque vorace à la création prise dans sa totalité. Claudel n'a jamais eu très profondément le sentiment de la vallée de larmes,
un oui absolu, euphorique à tout ce qui doit venir, aucune place chez lui, même dans l'extrême vieillesse, pour le retour en arrière, le regret, le souvenir, la nostalgie rétrospective, la part de ce qu'il appelle ironiquement le voyageur de la banquette arrière. Ce qu'il a mené toute sa vie, ce qui alimente la chaudière congestive de cette puissante locomotive au cou de taureau, c'est un appétit formidable d'acquiescement, qui a des côtés grandioses et des côtés qui le sont moins, mais où il n'est pas question de choisir. Et il ne s'agit pas pour moi de choisir, mais peut-être de faire valoir, dans le cadre de cette conversion espérée du ressentiment en gratitude, la place que doit avoir la poésie. Et la poésie ne se trouve pas nécessairement chez les poètes ainsi labellisés, car ce sentiment du oui, j'en ai trouvé peut-être la plus belle expression chez un penseur politique, l'un des plus grands du XXe siècle, Orwell, l'auteur de La ferme des animaux et de 1984. Orwell qui a fait la guerre d'Espagne et qui a su dénoncer non seulement le fascisme, mais le totalitarisme soviétique. Et il y a ce texte, publié en 1946, je crois, quelques réflexions sur le crapaud vulgaire. Je vais vous en lire, si vous me le permettez, de larges extraits. Avant l'hirondelle, avant la jonquille, et peu après le perce-neige, le crapaud vulgaire salue la venue du printemps à sa manière, qui consiste à émerger d'un trou dans le sol où il est resté terré depuis l'automne précédent et à se traîner le plus rapidement possible vers la flaque d'eau la plus proche. Quelque chose, une sorte de frémissement de la terre, ou peut-être simplement une élévation de quelques degrés de la température, lui a indiqué qu'il était temps de se réveiller. Cependant, oui, ça c'est pas... Non, à ce moment-là, après son jeûne prolongé, le crapaud a un aspect très éthéré, un peu comme un catholique anglais de stricte obédience vers la fin du carême. Ses mouvements sont ralentis mais décidés, son corps est ratatiné et ses yeux, par contraste, semblent anormalement grands. Cela permet de remarquer ce qui passerait peut-être inaperçu à un autre moment, à savoir qu'aucune créature vivante n'a d'aussi beaux yeux que le crapaud. On dirait de l'or, ou plus exactement, la pierre semi-précieuse de couleur or, qui orne parfois les chevalières, et dont le nom, je crois, est chrysobéryl. Pendant quelques jours après son retour à la vie aquatique, le crapaud se consacre à reconstituer ses forces en mangeant de petits insectes. À présent, il a grossi jusqu'à retrouver sa taille normale. Il passe alors par une phase d'activité sexuelle intense. Tout ce qu'il sait faire, du moins s'il s'agit d'un mâle, c'est passer ses pattes autour de quelque chose. Et si vous lui présentez un bâton ou même votre doigt, il s'y agrippera avec une force surprenante et mettra un certain temps à découvrir que ce n'est pas un crapaud femelle. Il est fréquent de rencontrer des masses informes de 10 ou 20 crapauds qui se vautrent dans l'eau, accrochés les uns aux autres sans distinction de sexe. Cependant, ils finissent progressivement par s'apparier, le mâle étant dûment assis sur le dos de la femelle. On peut désormais distinguer les mâles des femelles, car le mâle est plus petit et de couleur plus sombre, et chevauche la femelle qui l'enlace étroitement. Au bout d'1 ou 2 jours, le frai est déposé en longs filaments qui serpentent entre les roseaux et deviennent bientôt invisibles. Je mentionne le frai des crapauds parce que c'est l'un des phénomènes printaniers qui exerce sur moi l'attraction la plus vive, et parce que le crapaud, à la différence de l'alouette et de la prime-vert, n'a guère été célébré par les poètes. Donc, il prend le relais des poètes défaillants. Et ce faisant, Orwell
et lui-même s'exprime lui-même en poète, et il me rappelle, par cette réhabilitation du crapaud vulgaire, un poète, le plus grand poète français, Victor Hugo. J'aime l'orchidée, j'aime l'ortie, parce qu'on les hait. Donc, il s'inscrit lui-même, Orwell, dans une grande tradition poétique. Mais ce texte, cette évocation, a aussi une visée polémique. Nous sommes en 1946. Les passions politiques sont très puissantes et beaucoup dans le camp d'Orwell disent que prendre un plaisir quelconque à la vie comme elle va encourage une sorte de quiétisme politique. Selon cette conception, les gens ont toutes les raisons d'être insatisfaits et notre rôle consiste à réclamer ce que nous n'avons pas plutôt qu'à prendre plus plaisir à ce que nous avons déjà. La politique est là pour dire non. Vous n'allez pas à un moment donné vous arrêter et dire oui devant l'étrange et la paradoxale beauté du crapaud vulgaire. Mais il y a là un problème très profond. Orwell dit, si nous refusons tout le plaisir que peut nous apporter la vie telle qu'elle est, quel genre d'avenir nous préparons-nous? Si un homme est incapable de jouir du retour du printemps, pourquoi devrait-il être heureux dans une utopie qui allégera le travail humain? Que fera-t-il des loisirs que lui laisseront les machines? Nous sommes bien sûr sortis de l'époque du tout est politique. Mais le loisir que nous laissent les machines, ce sont d'autres machines qui s'en occupent. L'industrie du divertissement occupe toute l'attention et le crapaud vulgaire tombe dans un total oubli. Et peut-être est-ce cet oubli qui risque de nous plonger dans l'invivable. Et je terminerai donc cette brève apologie pour le oui par une prière et une interrogation de la philosophe Élisabeth de Fontenay. Que du donné demeure, saurons-nous préserver, sauvegarder quelque chose comme du donné, et que fait taire la science qui s'arroge le monopole du rapport aux données afin de le transformer jusqu'à lui substituer son technocosme. Convertir la conversion en gratitude, c'est savoir saisir les occasions de dire oui, c'est convertir le ressentiment en gratitude, c'est savoir saisir les occasions de dire oui et de dire merci. Ce que je dis maintenant. Merci. Merci beaucoup. Merci mille fois. Est-ce que vous accepteriez de vous asseoir sur le fauteuil jaune entre Isabelle et moi-même? Peut-être serions-nous plus en disposition pour échanger, bavarder quelques instants
et donc répondre aux questions du public, si vous êtes d'accord. Bien sûr. Voilà, la répartition des micros est faite. Je vais laisser Isabelle exprimer son premier avis, son premier ressenti sur cette intervention, qui est, de mon point de vue personnel, effectivement dans la thématique dire non, faire l'apologie du oui. Ça peut paraître iconoclaste, mais c'est fait. C'est une manière de dire non aussi, parce que je dis non, non, donc je suis dans le sujet. À toi, Isabelle. Moi, je vais dire comme M. Finkielkraut, je vais dire merci aussi. Voilà. Et ça me plaît cette idée de dire merci à ce qui est donné. C'est quelque chose de magnifique de pouvoir dire merci. De pouvoir encore le dire, de savoir encore le dire, de trouver assez de ressources en soi pour le dire. Dans le poème que vous évoquiez tout à l'heure de Victor Hugo, un petit peu plus loin, il reparle de l'araignée, il dit « l'araignée, triste captive de son guet-apens ». Et peut-être que si on ne sait plus dire merci, on va devenir, non pas comme le crapaud vulgaire, mais comme peut-être simplement l'araignée, captif de notre propre guet-apens. Oui, là je n'ai rien à ajouter, c'est très juste. J'avais oublié ce vers, mais c'est magnifique. Dire merci, c'est aussi la capacité de rendre grâce devant ce qui n'a pas été fabriqué, devant ce qui est autre que l'homme et qui permet à l'homme de ne pas partout ne rencontrer que lui-même, oui, enfin bref, vous m'avez compris. De reprendre une place qui ne soit pas une place écrasante et destructrice. Mais... Et destructrice et destructrice pour lui. Oui, voilà. J'imagine que le public a de nombreuses réactions à exprimer, j'espère. J'ai du mal à vous voir, mais enfin je vais tenter de capter les bras qui se lèvent. Il n'y en a pas. Oui, c'est le flop. Si, mais ça vient. C'est le flop de l'année. Ça vient tout doucement, c'est pas le flop de l'année. À chaque show, c'est vous qui me réitérez. Moi, je vous téléphonerai, je peux venir à non. Non, c'est complet. C'est la timidité du début, c'est normal. Allez-y. Je voulais juste vous demander comment vous expliqueriez la possibilité de dire merci dans un monde éventuellement sans Dieu. Comment dire merci pour quelque chose et pas forcément à quelqu'un ou à une entité, on va dire. Oui, c'est le donner, c'est le don sans donateur. Bien sûr, il est plus facile de remercier un donateur que de rendre grâce pour quelque chose alors qu'il n'y a pas de donateur. Mais c'est, je crois, précisément la vocation des poètes. C'est ce que font les poètes, et je crois que la signification dernière de la disparition de la poésie, c'est cela. C'est comme si cette disposition métaphysique disparaissait avec eux. Et surtout quand ils sont remplacés par je ne sais pas quoi, le rap, le slam et tout ça. C'est rare de voir des rappeurs qui disent merci. Et donc il y a je crois que la poésie, c'était tout le miracle de la poésie.
cette capacité d'acquiescer, d'exprimer le sentiment de la merveille, comme le dit magnifiquement Julien Gracq. Alors évidemment, pour Claudel, ça paraissait simple, mais en même temps, Gracq le dit aussi, dans cette espèce d'appétit d'acquiescement chez Claudel, il y avait quelque chose de païen, parce que le monde n'était pas une vallée de larmes. Mais oui, je pense que l'envie de croire, quelquefois, on croit toujours que le désir de croire, c'est pouvoir prier une instance transcendante, mais le désir de croire peut naître quelquefois du désir de rendre grâce. C'est vrai. Une autre question. Bonsoir. Bonsoir. Je suis bien à votre honneur. Je vois pas. Comment? D'accord. Voilà, contre le mur. J'ai Voilà, qu'un contre le mur, c'est ça. J'ai qu'un œil. Il y a des sociétés dans lesquelles merci ne se dit pas. Il y a des peuples dans lesquels merci ne se dit pas. De ce dont je me souviens, je crois que les francs-maçons ne disent pas merci, par exemple. Juste parce que c'est naturel de faire quelque chose pour l'autre. Et donc, il n'y a pas besoin de rendre grâce à celui qui fait quelque chose pour les autres. Donc, est-ce que l'évolution idéale de la société, ce serait que le merci n'existe plus? Ah non, de toute façon, le merci dont je parlais avait une autre dimension que le rapport à autrui. La gratitude de Hannah Arendt va au-delà. Mais je crois quand même que de remercier pour quelque chose qui vous a été donné, pour un bienfait que vous avez reçu, c'est quand même la moindre des choses. Et rien, me semble-t-il, ne serait pire qu'une société où tout irait de soi. Non, le don, c'est aussi, il y a un plaisir de donner, qui est aussi le plaisir de susciter de la reconnaissance, et savoir recevoir, c'est savoir remercier. Il y a des gens qui détestent recevoir parce qu'ils n'aiment pas remercier. Donc, non, ça, je crois beaucoup dans les formes, et donc je détesterais qu'elles soient abolies au nom de je ne sais quelle réciprocité généralisée ou transparence des cœurs. Mais encore une fois, la conversion du ressentiment en gratitude, elle parle du rapport aussi avec ce que nous avons reçu, notre existence, notre identité, ce qui en nous n'est pas nous. Si vous voulez. Aujourd'hui, on voudrait, comble d'ingratitude, que les individus puissent complètement choisir leur être, se défaire de leur nom de famille, n'avoir que des prénoms qui commencent avec eux, voire changer de prénom, comme le proposait Jacques Attali, à leur choix et à leur majorité. Je trouve cette perspective absolument terrible, et la théorie du genre va un peu dans ce sens. On vous explique que voilà, vous pouvez dire royalement non à tout ce dont vous héritez, et puisque le genre n'est qu'une catégorie culturelle ou historique, eh bien, composez comme vous le souhaitez votre part de féminité, votre part de masculinité, etc. Or, je trouve ça dommage. Et je me souviens de cet échange extraordinaire
entre Hannah Arendt et Gershom Scholem à propos du procès Eichmann. Gershom Scholem disait à Hannah Arendt qu'elle manquait d'Ahavat Israël, amour d'Israël, amour du peuple d'Israël. Elle a eu cette réponse, à mon avis, contestable. On n'aime pas les peuples, on n'aime que les individus. Mais elle lui dit aussi, mais enfin, la réponse qu'elle fait n'est pas une réponse purement rationnelle, impassible, froide, car, parlant de sa judéité, elle dit qu'elle a toujours éprouvé pour celle-ci la gratitude pour ce qui est fuseille, naturel, et non nomoi, conventionnel ou fabriqué, pour la part non choisie de l'existence. Voilà. Il y a une part non choisie de l'existence à laquelle nous sommes invités à dire non pour que notre liberté puisse s'exercer sans limite, pour que tout soit affaire de choix. Et puis, il y a